Le fils d'un milliardaire est né aveugle jusqu'à ce qu'une petite fille pauvre découvre la vérité choquante. Il était l'héritier d'un empire valant des milliards. Né sans la vue, il n'avait jamais prononcé un seul mot en 3 ans d'existence. D'innombrables spécialistes avaient essayé et échoué. 3 années de silence absolu. Son père avait presque perdu tout espoir, jusqu'à ce qu'une petite fille pauvre, aux pieds nus couverts de poussière et aux mains tachées de boue, entre dans leur monde. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Pas de traitement coûteux, pas de technologie de pointe, juste une touche douce, une patience infinie, et quelque chose qu'aucun expert hautement rémunéré n'avait jamais pensé essayer. À l'intérieur de la villa, les immenses portes en verre brillaient comme des diamants sous le soleil du matin. Dans le manoir, le silence enveloppait chaque recoin comme une lourde couverture. Ce n'était pas le calme paisible qu'on trouve dans une bibliothèque ou dans la chambre d'un bébé endormi. C'était le silence étouffant de la tristesse, celui qui faisait marcher les domestiques sur la pointe des pieds et parler à voix basse. Dans l'aile du manoir, au-delà des couloirs décorés de tableaux valant plus d'argent que ce que la plupart des gens ne verraient en 10 vies, se trouvait une pièce spéciale. Les murs étaient peints d'un crème doux, et du matériel médical coûteux garnissait chaque surface. Les moniteurs émettaient de légers bips. Des outils de thérapie spéciaux étaient disposés sur les étagères. Cette pièce avait coûté plus cher à construire que des hôpitaux entiers. Pourtant, le petit garçon qui y vivait restait inaccessible. Il s'appelait Ethan Villa, et il avait 3 ans. Il était assis sur un tapis rembourré au centre de la pièce, ses petites mains posées sur ses genoux. Ses yeux, bien que parfaitement formés et beaux, ne voyaient rien. Ils étaient de la couleur du miel chaud, mais ils fixaient un monde qui n'existait que dans l'obscurité pour lui. Ses cheveux noirs tombaient sur son front, et son petit corps était vêtu des plus beaux vêtements que l'argent pouvait acheter. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car Ethan n'avait jamais vu son propre reflet. Il n'avait jamais prononcé le nom de son père. Il vivait dans une prison de silence et d'obscurité que tout l'argent du monde ne pouvait ouvrir. Robert Villa, le père d'Ethan, se tenait dehors, observant à travers la vitre d'observation. Il avait 42 ans, et des mèches grises commençaient à apparaître dans ses cheveux noirs, des mèches qui n'étaient pas là 3 ans plus tôt, avant la naissance d'Ethan. Robert était l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait des entreprises technologiques, des biens immobiliers dans 5 États, et des relations commerciales qui s'étendaient à travers le monde. Il pouvait presque tout acheter. Presque. Mais il ne pouvait pas acheter la voix de son fils. Il ne pouvait pas acheter la vue d'Ethan, et cette vérité le brisait lentement de l'intérieur. Monsieur Villa, le nouveau spécialiste de Suisse est arrivé, dit Margaret, l'infirmière en chef. C'était une femme gentille, dans la 50aine, qui était avec la famille depuis la naissance d'Ethan. Sa voix était toujours douce, toujours pleine d'espoir, même si elle et Robert connaissaient la vérité. 27 spécialistes étaient passés par cette porte. 27 étaient repartis avec des excuses et des promesses vides. Robert hocha la tête sans détourner les yeux de son fils. Faites-le entrer. Le docteur Heinrich Müller entra dans la salle d'observation quelques instants plus tard. C'était un homme grand, avec des lunettes à monture métallique et une réputation qui le précédait. On disait qu'il avait accompli des miracles avec des enfants atteints de conditions similaires. Robert avait payé $250 000 juste pour qu'il vienne une semaine. Monsieur Villa, j'ai examiné tous les dossiers médicaux d'Ethan, dit le docteur Müller avec son accent marqué. Son cas est très inhabituel. La cécité, il n'y a aucun dommage physique à ses yeux. Ses cordes vocales sont parfaitement formées. Pourtant, il ne voit pas. Il ne parle pas. Il réagit à peine aux stimuli externes. Je sais tout cela, répondit Robert calmement, la mâchoire serrée. Je l'ai entendu de la bouche de 27 médecins avant vous. Pouvez-vous l'aider ou non? Le docteur Müller ajusta ses lunettes. J'aimerais essayer ma méthode thérapeutique. Elle a montré des résultats dans des cas similaires en Europe. Mais je dois être honnête avec vous, monsieur Villa. Le cas de votre fils est plus grave que tout ce que j'ai rencontré. Le fait qu'il ne réagisse ni au son, ni au toucher, ni au changement de température, c'est comme s'il avait choisi de se déconnecter complètement du monde. Il a 3 ans, dit Robert, la voix légèrement tremblante. Il n'a rien choisi.
Quelque chose ne va pas, et j'ai besoin que vous le répariez. À l'intérieur de la salle de thérapie, Ethan restait immobile. Un jouet avait été placé devant lui, une balle colorée qui jouait de la musique quand on la serrait. Il ne tendit pas la main vers elle. Il ne tourna pas la tête vers le son. Il existait simplement dans son propre univers sombre et silencieux, inaccessible. Le docteur Muller passa l'heure suivante avec Ethan, essayant diverses techniques. Il utilisa des objets texturés spéciaux destinés à stimuler la réponse tactile. Il fit écouter différentes fréquences sonores à travers des écouteurs. Il essaya même la thérapie par la température en utilisant des compresses chaudes et froides. La réaction d'Ethan à tout cela était toujours la même. Rien. Aucune réaction. Aucune reconnaissance que quelque chose se passait. Quand le docteur Muller sortit enfin de la pièce, Robert lut la réponse sur son visage avant même que le médecin ne dise un mot. « Je suis vraiment désolé, monsieur Villa. Je ne crois pas pouvoir aider votre fils avec les méthodes que je connais. Il se passe quelque chose de plus profond ici, quelque chose que je ne peux pas atteindre. Il a construit des murs que je ne sais pas comment escalader. » Robert sentit quelque chose s'effondrer en lui. Il s'était accroché à l'espoir pendant si longtemps, malgré tant de déceptions. Mais l'entendre à nouveau, voir un autre expert admettre sa défaite. C'était trop. « Partez, » murmura Robert. « Monsieur Villa, je le regrette vraiment. »« Partez. » La voix de Robert explosa dans le couloir. « Sortez de ma maison. Envoyez-moi votre facture et partez. » Le docteur Muller partit discrètement. Margaret toucha doucement l'épaule de Robert, mais il se dégagea. Il se dirigea vers son bureau et verrouilla la porte, ce qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. À l'intérieur, entouré de récompenses et de photos de triomphe professionnels qui ne signifiaient plus rien, Robert Villa posa sa tête dans ses mains et sentit le poids de l'impuissance l'écraser. À l'extérieur du manoir, au-delà des hautes grilles en fer et des pelouses bien entretenues, la vie continuait dans un monde très différent. À 5 kilomètres de là se trouvait un quartier où les maisons étaient petites et la peinture écaillée. C'est là que les gens travaillaient à 2 emplois pour payer leur loyer, où les enfants jouaient dans les rues au lieu de terrains de jeux privés, où un dîner chic signifiait une pizza le vendredi soir. Dans l'une de ces petites maisons vivait une petite fille nommée Penny. Elle avait 4 ans, avec des boucles brunes sauvages que sa mère essayait de dompter chaque matin avec un succès limité. Ses vêtements étaient propres mais usés, hérités de sa cousine aînée. Ses chaussures avaient des trous que sa mère promettait de réparer, mais sans jamais trouver le temps. Le père de Penny était parti quand elle était bébé, et sa mère, Carole, travaillait comme femme de ménage pour des familles riches afin de joindre les 2 bouts. Pourtant, malgré son peu de moyens, Penny avait quelque chose de spécial. Elle avait une curiosité qui ne pouvait être contenue. Elle voyait la beauté dans tout. Dans les mauvaises herbes poussant à travers les fissures du trottoir, dans les motifs que l'eau de pluie dessinait sur les fenêtres, dans la texture de l'écorce des arbres et des galets lisses. Pendant que les autres enfants regardaient la télévision, Penny collectionnait des trésors, des feuilles intéressantes, de jolies pierres, des plumes tombées des oiseaux. Ses poches étaient toujours remplies des petites merveilles de la nature. « Penny, arrête de jouer dans cette boue et viens manger ton petit déjeuner », appela Carole depuis leur petite cuisine. Elle se préparait pour le travail, attachant ses cheveux en arrière et vérifiant sa montre. Elle nettoyait les maisons de 3 familles différentes, et aujourd'hui, elle était prévue à la villa. Penny leva les yeux de la petite parcelle de terre à côté de leur maison où elle fabriquait des tartes de boue. Ses mains étaient couvertes de terre sombre et riche, et elle en avait même sur la joue. Elle sourit, montrant l'espace où elle avait récemment perdu sa première dent. « Mais maman, regarde, j'ai fait une famille de biscuits de boue. Celui-ci est la maman, et ceux-là sont les bébés. Et Penny Marie, là, tout de suite, nous ne pouvons pas être en retard. » Penny soupira, mais courut à l'intérieur pour se laver les mains. L'eau du robinet était froide. Le chauffe-eau était tombé en panne le mois dernier, et elle ne pouvait pas encore se permettre de le réparer. Mais Penny ne se plaignit pas. Elle frotta ses mains jusqu'à ce qu'elles soient propres, regardant la boue tourbillonner dans l'évier comme du lait au chocolat. « Maman, pourquoi dois-tu travailler dans autant de maisons ?» demanda Penny en mangeant sa tartine à la confiture. Carole sourit, fatiguée. « Parce que c'est comme ça que nous payons cette maison, »
ta nourriture est tout ce dont nous avons besoin, ma chérie. Certaines personnes ont beaucoup d'argent, et elles paient des gens comme moi pour aider à garder leur maison propre. Les gens sont gentils? La plupart le sont, répondit Carole, bien que sa voix suggérait que tous ne la traitaient pas avec gentillesse. Aujourd'hui, je vais dans une très grande maison. La plus grande où j'ai jamais travaillé. Un homme nommé Monsieur Villa y vit avec son petit garçon. Les yeux de Penny s'illuminèrent. Il a un petit garçon? Quel âge? À peu près ton âge, je pense. 3 ans. Penny écoutait attentivement. Carole s'agenouilla pour regarder sa fille dans les yeux. J'ai besoin de t'emmener avec moi aujourd'hui parce que Madame Henderson, la voisine, est malade et ne peut pas te garder. Mais tu dois être sur ton meilleur comportement. C'est un travail très important pour maman. La famille Villa est très riche et très privée. Tu dois rester silencieuse et ne rien toucher. Peux-tu me le promettre? Penny hocha la tête. Sérieusement, je te le promets. Maman, je serai si silencieuse qu'ils ne sauront même pas que je suis là. Carole espérait que ce soit vrai, bien qu'elle sache que la curiosité de sa fille avait souvent raison de ses promesses. Elle rassembla ses affaires de nettoyage, prit la main de Penny, et elles marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus. Le trajet en bus dura 40 minutes, passant de leur quartier de petites maisons et d'épiceries de coin à des zones où les maisons devenaient de plus en plus grandes. Penny colla son nez contre la vitre, regardant le monde changer. Les maisons devenaient des manoirs. Les jardins devenaient des domaines. Des arbres bordaient des rues parfaites et des voitures de luxe étaient garées dans des allées circulaires. Quand elles arrivèrent enfin à la villa, Penny retint son souffle. Les grilles en fer étaient plus hautes que tout bâtiment qu'elle ait jamais vu. À travers elles, elle aperçut une maison qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées, tout en pierre blanche et en grandes fenêtres reflétant le ciel. « Maman, est-ce que des rois vivent ici ?» Carole sourit malgré son inquiétude. « Non, ma chérie, juste un homme très riche et son fils. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Meilleur comportement. » Un garde vérifia l'identification de Carole à la grille et les laissa passer. Elles remontèrent la longue allée, et à chaque pas, les yeux de Penny s'agrandissaient. Les jardins de chaque côté étaient comme rien de ce qu'elle avait imaginé. Des fleurs de toutes les couleurs s'épanouissaient en arrangement parfait. Des fontaines gazouillaient avec une eau cristalline. Des chemins de pierre serpentaient entre des buissons taillés en forme d'animaux. Margaret les attendait à l'entrée de service, celle utilisée par le personnel. Elle sembla surprise de voir l'enfant. « Madame Martinez, je ne savais pas que vous amèneriez votre fille aujourd'hui. » Le visage de Carole rougit de gêne. « Je suis vraiment désolée, Madame Margaret. Ma baby-sitter habituelle est malade et je n'avais personne d'autre pour la garder. Je promets qu'elle ne causera aucun problème. Elle restera avec moi tout le temps et ne touchera à rien. » Margaret étudia Penny, qui se tenait là, tenant la main de sa mère, essayant de paraître aussi petite et sage que possible. L'expression de Margaret s'adoucit. Elle pensa à Ethan, seul dans sa salle de thérapie comme toujours, inaccessible dans son monde silencieux. « C'est bon, » dit finalement Margaret. « Mais elle doit rester avec toi en permanence. » L'aile était interdite. C'est là que le fils de Monsieur Villa reçoit ses traitements. Monsieur Villa tient à sa vie privée, surtout en ce qui concerne son fils. Bien sûr. Merci beaucoup de votre compréhension. Carole fut assignée au nettoyage des principaux espaces de vie. Les grandes pièces où Monsieur Villa recevait ses associés commerciaux lors des rares occasions où il avait encore des visiteurs. Penny suivit sa mère de pièce en pièce, les yeux écarquillés en découvrant les sols en marbre, les lustres qui scintillaient comme des étoiles capturées, les peintures dans des cadres dorés, les meubles qui semblaient trop précieux pour s'asseoir dessus. Mais ce qui attira le plus l'attention de Penny était le jardin qu'elle pouvait voir à travers les immenses fenêtres. Pendant que sa mère passait l'aspirateur et époussetait, Penny fixait l'extérieur, contemplant le plus beau jardin qu'elle ait jamais vu. Il y avait des fleurs, oui, mais aussi des légumes poussant en rangées nettes et une section qui semblait sauvage et naturelle, avec de hautes herbes, des fleurs sauvages et ce qui semblait être un petit étang. « Maman, est-ce que je peux aller voir le jardin ?» chuchota Penny. « Je promets de ne rien cueillir. Je veux juste regarder. » Carole hésita, puis hocha la tête.
Reste où je peux te voir à travers la fenêtre. Ne t'éloigne pas et ne touche à rien. Reviens tout de suite si je t'appelle. Penny promit et se glissa dehors par la porte du jardin que Carol avait ouverte pour laisser entrer l'air frais. Le moment où ses pieds touchèrent le chemin de pierre à l'extérieur, Penny eut l'impression d'entrer dans un autre monde. L'air sentait les roses et l'herbe fraîchement coupée. Les abeilles bourdonnaient entre les fleurs. Un papillon se posa sur son bras, ses ailes oranges et noires, et Penny resta parfaitement immobile, retenant à peine son souffle jusqu'à ce qu'il s'envole. Elle suivit le chemin, s'éloignant de la partie soignée du jardin vers la section sauvage qui avait attiré son attention. Ici, l'herbe poussait haute et libre. Les fleurs sauvages dansaient dans la brise. Et là, près du bord de l'étang, Penny trouva la boue la plus merveilleuse qu'elle ait jamais vue. Riche, sombre et parfaite pour créer des choses. Elle savait qu'elle avait promis de ne rien toucher. Mais ce n'était que de la boue. Ce n'était pas des meubles chers ou des décorations coûteuses. C'était de la terre, et la terre était faite pour jouer avec. Penny regarda vers la maison. Elle pouvait encore voir sa mère à travers la fenêtre, époussetant une table. Elle serait rapide. Penny s'agenouilla et ramassa une poignée de boue fraîche et lisse. Elle était merveilleuse entre ses doigts, ni trop humide ni trop sèche. Parfaite. Elle commença à la façonner, créant de petites figurines comme elle le faisait à la maison. Un oiseau, une fleur, une petite tortue. Elle était si concentrée sur ses créations qu'elle ne remarqua pas qu'elle n'était plus seule. À l'insu de Penny, il y avait une porte de la salle de thérapie d'Ethan qui menait directement à cette partie sauvage du jardin. Margaret avait insisté pour qu'elle soit installée, croyant que l'air frais pourrait aider le garçon, même si rien d'autre n'y parvenait. Aujourd'hui, après l'échec de la séance du docteur Muller, Margaret avait poussé le fauteuil spécialisé d'Ethan à l'extérieur, espérant que le soleil pourrait apporter un changement à son expression vide. Ethan était assis dans son fauteuil au bord du jardin sauvage, ses yeux fixant le vide, ses mains immobiles sur ses genoux. Margaret était rentrée préparer son déjeuner, prévoyant de revenir dans 10 minutes. Elle faisait cela tous les jours. Ces brefs moments passés dans le jardin, bien qu'Ethan ne montre jamais de signe qu'il savait qu'il était dehors plutôt qu'à l'intérieur. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Pour la première fois de ses 3 ans de vie, Ethan inclina légèrement la tête sur le côté. Son nez frémit presque imperceptiblement. Porté par la brise à quelques mètres de là, une odeur qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Le parfum terreux de la boue fraîche mélangée à de l'herbe écrasée et à des tiges de fleurs sauvages. Penny, complètement inconsciente qu'un enfant aveugle l'observait, continua à créer ses sculptures de boue. Elle fredonnait une petite chanson que sa mère lui chantait, une mélodie sans paroles, juste des sons joyeux. Elle prit une fleur sauvage déjà tombée au sol et la pressa dans l'une de ses sculptures de boue, en faisant une décoration. La tête d'Ethan se tourna un peu plus vers le son, le fredonnement. Ce n'était pas comme les voix cliniques des médecins ou les chuchotements prudents des domestiques. C'était libre et sans retenue, le son de la joie pure. Et cette odeur, la terre, les choses qui poussent et quelque chose de sauvage et de réel. Pour la première fois depuis sa naissance, quelque chose dans le monde extérieur avait percé les murs d'Ethan. Juste une fissure, une toute petite ouverture, mais elle était là. Penny, toujours en train de fredonner, ramassa sa création préférée, un oiseau debout avec un pétale de fleurs pour elle, et se leva pour l'emmener plus près de l'étang afin de se laver les mains. En marchant, elle passa à moins d'1 mètre du fauteuil d'Ethan. Elle s'immobilisa quand elle le vit. « Beau !» s'exclama-t-elle, non pas par peur, mais par surprise. « Bonjour. Je ne t'avais pas vu là. » Ethan, bien sûr, ne dit rien. Ne fit rien. Ses yeux couleur de miel regardaient dans sa direction, mais ne la voyaient pas. Penny inclina la tête, l'étudiant avec la curiosité sans filtre que seuls les enfants possèdent. « Tu es le petit garçon de Monsieur Villa ? Ma maman nettoie la maison. Je m'appelle Penny. J'ai 4 ans. Quel âge as-tu ? » Silence. Penny ne trouva pas cela étrange. Elle jouait parfois avec le chat du voisin, qui ne répondait jamais à ses questions non plus. Elle s'approcha, remarquant que ses yeux ne suivaient pas ses mouvements. « Et tu ne peux pas me voir ?» demanda-t-elle doucement, puis avec l'acceptation instantanée d'un enfant, « Ce n'est pas grave. »
Mon grand-père ne voyait pas très bien non plus. Il disait que je devais parler davantage pour qu'il sache ce qui se passait. Elle regarda l'oiseau debout qu'elle tenait encore dans sa main, puis les mains propres et vides d'Ethan, posées sur ses genoux. « Tu as déjà joué avec de la boue ? C'est la meilleure chose au monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde, j'ai fait un oiseau. » Elle le leva, oubliant qu'il ne pouvait pas le voir. Puis elle fit quelque chose qu'aucun médecin, aucun thérapeute, aucun spécialiste en 3 ans n'avait pensé faire. Elle prit la main d'Ethan. Sa peau était douce et chaude. Ses doigts étaient mous et sans réaction, mais Penny s'en moquait. Doucement, avec soin, elle pressa le petit oiseau debout dans sa paume et referma ses doigts autour. « Tiens, maintenant tu peux sentir ce que j'ai fait. C'est un oiseau. Tu sens les ailes ? J'ai mis un pétale de fleurs juste ici. Les oiseaux ont besoin de jolies choses aussi, tu ne crois pas ? » Pendant 3 secondes entières, rien ne se passa. Puis, si lentement que Penny ne le remarqua presque pas au début, les doigts d'Ethan se resserrèrent légèrement autour de la sculpture debout. Juste un peu. Juste assez pour mieux la sentir. Le visage de Penny s'illumina d'un immense sourire. « Tu peux le sentir. Tu l'aimes ? Je peux t'en faire un autre ? Je pourrais te faire toute une famille d'animaux en boue. » Et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, avant que Margaret ne revienne, avant que Carol ne l'appelle, avant que les murs du silence et de l'isolement ne se referment à nouveau, Penny s'assit là, dans l'herbe, à côté du fauteuil d'Ethan, et commença à créer une ménagerie de créatures en boue, décrivant chacune d'elles de sa voix joyeuse et naïve pendant qu'elle travaillait. Celui-ci est une tortue, parce que les tortues sont lentes et patientes, comme ma maman dit que je devrais l'être, mais je ne suis pas très douée pour ça. Et celui-là est un papillon. J'ai vu le plus beau papillon aujourd'hui, orange et noir, et il s'est posé sur mon bras comme si j'étais une fleur. À l'intérieur du manoir, Robert Villa se tenait dans son bureau, fixant des rapports commerciaux sans pouvoir se concentrer. Margaret passa devant la fenêtre et s'arrêta brusquement, sa main volant à sa bouche. Dehors, dans le jardin sauvage où Ethan s'asseyait chaque jour, ne montrant aucune réaction à quoi que ce soit, il y avait une petite fille aux mains boueuses et aux cheveux emmêlés, et elle parlait à Ethan. Et Ethan, la tête d'Ethan était tournée vers sa voix. Ses doigts tenaient toujours l'oiseau debout qu'elle lui avait donné. Et sur son visage, pour la première fois en 3 ans, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait une expression, mais qui était définitivement un changement. Une légère détente de la vacuité permanente qui y était toujours. Le cœur de Margaret se mit à battre la chamade. Elle voulait courir dehors pour voir si elle voyait vraiment ce qu'elle croyait voir. Mais quelque chose l'en empêcha. Un instinct lui dit de ne pas briser ce qui se passait à ce moment-là. Au lieu de cela, elle partit chercher Robert Villa, marchant rapidement mais sans courir, son esprit s'emballant de possibilités et d'espoir, et la certitude qu'un événement impossible venait de commencer. Dans le jardin sauvage, Penny termina sa tortue et la leva. « Tiens, maintenant tu as 3 amis, un oiseau, un papillon et une tortue. Ils peuvent te tenir compagnie. Tu veux sentir celui-ci aussi ?» Elle tendit la main vers l'autre main d'Ethan, et cette fois, quand elle le toucha, ses doigts ne se contentèrent pas d'accepter son contact. Ils répondirent, juste un peu, à peine, mais ils répondirent. Et quelque part dans l'obscurité où vivait Ethan, une petite lueur apparut, portée par l'odeur de la boue et le son de la voix d'une petite fille, offrant une amitié avec des mains sales et un cœur qui ne connaissait pas le sens du mot impossible. La porte du monde d'Ethan, verrouillée depuis 3 ans, venait de commencer à s'ouvrir. Mais que se passerait-il quand les adultes découvriraient ce qui se passait ? Est-ce qu'ils l'arrêteraient ? Est-ce qu'ils comprendraient ? Et qu'est-ce que cette petite fille pauvre avait de si spécial pour atteindre Ethan là où 27 experts avaient échoué ? Margaret fit irruption dans la porte du bureau sans frapper, ce qu'elle n'avait jamais fait en toutes ses années de travail pour la famille Villa. Ses joues étaient rouges et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle agrippait le cadre de la porte. « Monsieur Villa, vous devez venir avec moi tout de suite. S'il vous plaît. » Robert leva les yeux de son bureau, l'irritation traversant son visage fatigué. « Margaret, j'ai demandé à ne pas être dérangée. Si un autre spécialiste se présente en prétendant pouvoir aider, je ne veux pas en entendre parler. J'en ai assez des faux espoirs. Ce n'est pas un spécialiste, monsieur.
C'est votre fils. Il se passe quelque chose.